C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le roman va se transformer. Plus encore qu'à un renouvellement, c'est à une dissociation que le genre va être confronté. Des décombres encore légion, son ombre se rebelle. Des traumatismes de la mort réchappés, elle prend le large. De la honte de dire après les génocides, elle mincit, refroidit, s'efface. L'ombre du roman va au-delà des prémonitions, va au-delà de l'absurde, du nihilisme, du désespoir absolu. Elle va quérir de nouvelles provandes dans des territoires dépouillés, le plus souvent intérieurs, à la fois victime et coupable. Le roman se meurt. Paul Valéry ne veut pas écrire « La marquise sortit à 5 heures ». Le roman se meurt. André Breton et les surréalistes l'ont annoncé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans le domaine littéraire, le merveilleux seul est capable de féconder des œuvres ressortissant à un genre inférieur, tel que le roman, et d'une façon générale tout ce qui participe de l'anecdote. Oui, le roman se meurt. Qu'on l'accuse de manquer d'ambition, comme Maurice Blanchot, ou qu'on l'accuse de méthode compassée pour circonscrire une réalité devenue aberrante avec les tranchées, comme Aragon, voilà que, de cette carcasse à l'agonie s'extirpe une ombre malingre, qui va, entre deuil et reconstruction, devenir incontournable pendant 2 décennies environ, avant de connaître, sublimard d'un soleil trop lourd, une nouvelle et désastreuse mutation, nommée autofiction, et ainsi sa propre dégénérescence. Mais avant qu'advienne ce naufrage, exista pourtant une forme presque pure. Voici venir le temps de l'ombre du roman. Voici venir le parent pauvre de la littérature. Voici venir le temps bref du genre hybride qu'est le récit. Oublieuse postérité. Épisode 13. L'avènement du récit. L'immédiate après-guerre est la période qui voit proliférer sans commune mesure le genre du récit. Mélange mal balisé de fictif, de piétinement et de part de soi, le récit va, pendant 20 ans environ, proposer bon nombre des textes les plus marquants de l'époque. Le terreau est fertile, il faut dire, avec ces innombrables morts que la guerre a ravis à l'amour, à l'amitié, à la famille, et bientôt, surtout, à la mémoire. Ils ne sont pas enterrés, sont à peine commémorés dans la sidération la plus totale, que déjà s'apprêtent à écrire ceux qui se refusent à la grandiloquence du romanesque. Contestant cette mascarade fictionnelle, nombreux sont les auteurs qui vont d'abord, dans la rémanence toute puissante de la Shoah, aiguiser le graphite, le morceler, le briser, pour n'en garder que la portion congrue. Non pas celle la plus violente, non pas celle la plus indignée, mais celle la plus froide. De cette mine polaire ne viendront plus que des romans décharnés, secs, roides, des romans en forme de tombeau, où s'agitent bien mollement des personnages que leur auteur, derrière le simulacre de vie qu'il leur confère, a voulu mort. Avec les années 50 vient en effet une littérature de mort-nés. Avec des personnages vains, avec, comme l'écrit dès 1925 T.S. Eliot, les hommes creux, silhouettes sans forme, ombres décolorées, gestes sans mouvement, forces paralysées, hommes empaillés. Les romanciers incertains de cette nouvelle génération d'après-guerre feront de la littérature au bord du précipice. Les exemples sont innombrables, et pour n'en citer que quelques occurrences, tous débutants. Voici en 1954, dans les rues nocturnes de Bayonne, Jean Forton et son premier roman circulaire de l'échec, La Fuite. Voici en 1947, dans celle de Bordeaux recouverte de cendres, Jean Quérol et son premier roman, Je vivrai l'amour des autres. Voici en 1949,
de retour de combat dans sa cité fantôme, Pierre Gascard et son premier roman, Les Meubles. Voici encore, revenu d'entre les morts en 1949 à la table familiale sans saveur, Georges Hyvernaud et son premier roman, La peau et les os. Tous ces exemples et bien d'autres encore sont pour l'heure des romans, mais des romans auxquels l'on refuse tout ornement, des romans à rebours, des romans qui se défient de leur ombre, qui sans se l'avouer totalement, ont honte d'eux-mêmes. Ils charrient encore dans leur sillage l'arrière-garde du romanesque, l'histoire inventée de toutes pièces, la nécessité d'une progression actentielle, tout en renouvelant par les gouffres la technique jeune encore du courant de conscience. Mais plus aucune scène ne triomphe de la monotonie, plus aucune couleur ne bariole un chapitre, pas un mot plus haut que l'autre, pas une pensée plus sanguine que l'autre. Chacun de ces courts romans est d'un inébranlable gris, à la fois celui du ciel bouché jusqu'à l'infini, celui de l'acier gardé en tête depuis les bombardements de la guerre, et celui de l'inspiration nécrosée de ces jeunes auteurs. En refusant à leur personnage une autre épaisseur que celle du silence et de l'amorphie, en refusant au schéma narratif les étapes traditionnelles de son accomplissement, en multipliant les errances molles qui ne sont rien de plus qu'un surplace plus tragique encore, symbole d'une histoire qui n'existe presque plus, que pouvait-il bien advenir d'autre qu'un repli littéraire? N'était-ce pas, de manière imprévisible, non dite et terrible, la preuve pour ces auteurs de la véritable mort du roman? Le roman est mort. Vive le roman. Non. De près ou de loin, rien de ces célébrations barbares et enfantines. Le roman est mort. Reste le récit. Le récit et son apparent dénuement, sa brièveté innocente, sa tolérance quant au surplace intime, son indifférence à la trame, au suspense, à la caractérisation des personnages, son affinité avec le monologue intérieur, sa disponibilité quant au jeu, son opacité à propos de l'identité du narrateur, sa bienveillance enfin envers les tentatives de compréhension plutôt que celles de démonstration. C'est quand manque l'imagination amputée d'une partie d'elle-même parce que le réel a imaginé plus ténébreusement que reste pour ces écrivains en quête d'explication le récit. Si nous avons déjà étudié deux brillants et dissemblables exemples, tant par le style qui excelle et se singularise, tant par la forme qui va bêcher dans la mémoire historique pour l'un et celle familiale pour l'autre, avec le temps des morts de Pierre Gascard dans le premier épisode et le meurtre d'un enfant de Jean Cau dans le 9e épisode de ce podcast, c'est au récit intitulé Le temps infini d'Yvonne Escula, publié par Gallimard en 1968, que nous consacrons cet épisode. Et il serait intrépide d'aller plus avant sans évoquer la redondance des titres, après avoir justement et rapidement abordé la divergence de leur contenu. Le temps des morts est bien sûr un temps infini. Le meurtre d'un enfant, c'est aussi, à sa suite, le temps d'une mort, et donc l'infini dans un seul acte, en l'occurrence métaphorique. Peut-être touchons-nous là à la macabre moelle des chefs-d'œuvre du genre, l'infini du temps de la mort, concentré en un instant. Et c'est bien, en effet, ce dont il sera l'objet dans le récit d'Yvonne Escula. Un homme aux portes de la mort, dans sa lente agonie, va assister au morcellement de son esprit et à son errance dans le temps. De son existence, il va faire le tour, de celle de sa famille avant lui, et de celle de l'Europe de la guerre, sous le patronage de Jules Supervielle, à qui l'on doit ces vers caractéristiques du récit. Pâle soleil d'oubli, lune de la mémoire, que draines-tu au fond
de tes sourdes contrées. L'image qui ouvre le récit est celle d'un homme devenu temps et espace infini par la résonance des mots, des phrases, dont on ne sait s'ils furent, je cite, « les franges d'une conversation qui avait eu lieu bien longtemps auparavant, peut-être tout à l'heure, ou à l'instant même. » Ce corps avait subi un traitement particulier et s'était étiré dans tous les sens, telle une surface caoutchoutée extensible, et il s'étalait sur le lit et débordait sur le tapis. Renonçant à sa matière propre pour devenir liquide, voilà comment l'auteur, dès l'Incipit, proposera à la lecture les récoltes d'un ruissellement de lettres qui ira, je cite à nouveau, se perdre jusque dans les recoins les plus reculés de la chambre. En filant une longue métaphore de cartographe, en lui mêlant à un autre étage une confusion entre inanimé et tellurique, entre pensée et nuage, en la couronnant finalement d'une tête immobile, maintenue au sol, écrit l'autrice, par un clou qui traversait l'œil gauche dont chaque mouvement, si elle avait bougé, aurait ajouté 1000 souffrances à cette douleur fixe qui la tenaillait. On comprend sans peine et pourtant impressionné par la densité stylistique que la transhumance impossible pour le corps crucifié sera celle de l'oublieuse mémoire. Les incarnations surviennent alors, entre allégories et réalités anciennes. Voilà au premier rang au moins 4 personnages, le petit, le grand, l'ancien, l'autre, et que sais-je encore. Identités multiples pour un seul être préposé à la mort, combattants rudes et éphémères alliés dans cet esprit pérégrin, rôle sans cesse recomposé quand une voix s'empare de l'instant pour y raconter ce qu'il fut, ce qu'il vit. Bien sûr, ce voyage est celui d'un temps perdu et d'un temps retrouvé. Bien sûr, il est une dilatation presque infernale du cristal de l'instant. Comme chez Janco, l'autrice procède par aller et retour, vers l'enfance buissonnière de son personnage qui marche avec son grand-père, sur un chemin, écrit-elle, hors du monde, vieux de milliers d'années, où ne passent que les chasseurs et le gibier. Vers les années de mûrissement en Allemagne, vers l'âge d'homme en fuite, avec la femme juive qu'il sauva de la déportation. Comme chez Janco, la linéarité du temps est une fable, mais son poids un fardeau autant qu'une salvation. Là réside toute la tentative d'Ivone Escula. Comment comprendre tout ce qui advint dans ce siècle de ravages ? Et, enfin parvenu au bout du temps, c'est-à-dire au bout du livre, quelle réponse trouverai-je ? Un apaisement ? Ou une malédiction ? Ou, dit avec les mots de Roger Gilbert Lecomte, qui composa le recueil du temps infini, l'impersonnel instant d'éternité du vide, ou le sud béni de la cendre des morts. De cette mythologie du temps, Ivone Escula fait une incantation prémonitoire et métatextuelle quand elle écrit « La grande supériorité du théâtre sur la vie, c'est le changement de décor, les retours en arrière, les sauts de 10 ou 20 ans dans la vie des gens, et l'intervention de personnages providentiels qui entrent et sortent à point nommé ou ne sont là que pour permettre au héros de révéler au public attentif ses états d'âme, ses projets et ses amours. Mais dans la vie, il faut attendre d'être cloué au sol et sur le point de mourir pour s'attribuer ce privilège de rassembler tous les personnages que l'on a connus à 10, 15 ou 20 ans de distance et de les obliger à s'affronter. C'est ainsi que l'on comprend qu'un personnage du récit a cru voir la réincarnation allemande du Christ juif en la personne d'Hitler. C'est ainsi que la vieille grand-mère est tirée du sépulcre pour prouver à des fonctionnaires de Bonn qu'elle est non-aryenne, qu'elle possédait un Blüthner de concert, des tableaux, des bibelots, des livres, afin peut-être d'être dédommagée de la spoliation. C'est ainsi que les enfants de la femme sauvée des camps de concentration rencontrent sans émotion le narrateur beaucoup plus tard, préférant acheter un souvenir d'Autriche que discuter. Trop loin sans doute, trop américain désormais.
miné par les problèmes de la génération d'après, qui ne connut rien de la guerre. Garçons qui déjà, je cite, ne sont plus là, ayant pris congé. Ils sont partis, avec leurs chapeaux tyroliens, les caméras braquées sur les néants fleuris de leur voyage, et leur conscience aussi plate que la terre avant Galilée. L'on ne sait guère quand la réalité se substitue au fantasme, quand l'instant présent supplante la mémoire. C'est que le corps liquide du sujet, c'est que la page sans cesse rectangulaire, de facto, cherche à niveler le temps. Et il n'y a qu'en retournant sur les traces de la concentration du mal, en Allemagne, que l'on songe à un pèlerinage de l'envers, à la recherche des ossements de la mémoire et du charbon de l'âme. C'est là que l'on comprend tout à fait, narrateur comme lecteur, que le temps infini, ce n'est pas uniquement l'évasion béate et les retrouvailles par-delà les limites du corps qui semblaient soigner la souffrance initiale, mais aussi, mais surtout, le temps figé, le temps qui stagne, le temps qui ne passe pas. Et à la fin, le grand espace désert s'étend comme un décor hâtivement dressé, où le ciel délimite une certaine surface de vide, chargée d'angoisse et d'interrogation. Que peut signifier ce gros point rouge en haut à droite du tableau ? Cela doit-il se regarder à l'endroit ou à l'envers ? Il y a partout sur le sol des X, comme des traînards d'alphabet en fuite. Ils sont reliés entre eux par des fils pour ne pas se perdre. On croit voir des idées de trottoir, des ombres de route. Et c'est ici que tout a fini. Quand cette place a été atteinte, le pays tout entier s'est effondré. Il y a donc dans la géographie du corps cette avidité de la survie, et dans la géographie des lieux, cette immortalité du mal. Car telle est aussi la tension intestine de cette agonie qui n'en finit pas. Si elle est présentée comme celle d'un homme, d'un malade, c'est surtout celle du mal qui jamais ne cessera, qui, de l'agonie, laissera bientôt sa mue pour présenter sa nouvelle peau aux prochains hommes à détruire. C'est à cet instant de vérité blanche et sèche que le texte, l'espace d'un instant, perd de sa froide sérénité pour gagner en amertume. Le narrateur n'est pas qu'un petit vieux qu'une canne guide, fût-elle celle du souvenir. C'est aussi un rebelle mutique, bientôt gagné par ses indignations comme celles des autres personnages. L'écriture devient alors plus ostentatoire, plus sombre, et d'une dimension à une autre, c'est la hantise de ces chocs qu'Yvonne Escula laisse poindre ici, elle qui a confié avoir toujours tenté d'expliquer, livre après livre, je cite, « ces événements historiques qui décidèrent de toute ma vie ». Ces forfaitures sont rares mais jalonnent le texte. Par exemple, quand le narrateur regarde Potsdamer Platz et songe que ce lieu pourrait être un fond marin. Ici des vies firent naufrage, et voici ce qui reste quand la mer se retire. Des débris, des déchets, et aucun espoir de trésor. Ou encore, autre exemple, quand Ulrich songe à la manière de réduire un peuple en esclavage. Ces pics de noirceur viennent ainsi donner de l'épaisseur au texte qui aurait pu s'aplatir comme la longue monotonie du temps. Des critiques de l'époque reprochèrent à l'autrice cette acrimonie. Elle est pourtant la mousse qui surnage dans l'océan, la mousse qui pousse au fin fond des abîmes. Elle est la tache dans l'immensité cimentée. Elle est le double aveu, lumière dans l'obscurité ou noirceur dans le jour. Et dans ce récit, je cite, « ce point noir qui devrait nous cacher le soleil ». Par sa forme éclatée et pourtant orbitale, par ses réclamations mémorielles, par la stupéfaction moribonde de son narrateur, Le temps infini annonce un autre livre, colossal celui-ci, par la taille et par l'ambition, qui, tel un ver qu'aucune terre ne comble, creuse le même sillon maudit. C'est Confiteor de Guillaume Cabré.
La question est plus frontale dans ce roman de 2011, bien sûr, théâtralisé de multiples et presque mythiques manières, se ressaisissant des pouvoirs du genre romanesque auquel le récit d'Ivonescu avait pour un temps renoncé. Changeant d'époque ou de personnage, au sein d'une même phrase, remontant le fil d'une malédiction qu'incarne un violon, c'est par un personnage voué à une agonie aussi, celle de la maladie d'Alzheimer, que l'auteur tentera de comprendre l'histoire du mal, qui bien habilement, bien métaphoriquement, peut changer de main avec indifférence, car le mal est bien banal dans l'ombre de ses grands héros. D'Ivonescu, enfin, nous ne disposons que de peu d'informations. Né en 1913, décédée en 1987. Autrice de romans, de récits, de nouvelles et de livres pour enfants, et elle a vécu quelques années en Allemagne, a traduit d'autres oubliés, tels que Tanja Kirchberger ou Karl Bruckner, n'est que peu ou pas cité dans telle histoire du fantastique féminin, ou telle histoire de la littérature d'aujourd'hui, mais les informations sont maigres et inutiles. On ne sait d'elle rien de significatif pour l'heure, et peut-être n'en saurons-nous jamais plus. De l'oublieuse mémoire néanmoins, elle sut parfaitement anticiper le rôle, car tous les trésors un jour ou l'autre sont tirés des charniers de l'aveuglement. Exécuter, écrit-elle. Le mot est bien choisi. C'est un mot de circonstance. Il semble qu'il y ait surtout et partout des exécuteurs, des gens prêts à tout. Eh bien, on va leur donner du travail. Là-haut, sur le plus haut rayon de la bibliothèque, car c'est par ce rayon, le plus lourd, le plus poussiéreux, qu'il faut commencer. Là, on trouvera des tas de livres à exécuter. À commencer par le premier, impressionnant par son poids et sa dimension, qui est dédié à Meiner Mutter Ottilie, Meiner Schweitzer Mina, à toute une parenté ridicule et morte depuis longtemps, car le livre fut édité en 1898. Ce livre est lui-même une curiosité. C'est un survivant, un exilé, mais un exilé qui a eu de la chance. Puisque la chance d'un livre, c'est d'être un jour, 50 ou 60 ans après sa parution, reprise en main, touché, feuilleté, examiné, qu'on se pose des questions à son sujet, qu'on se moque à la rigueur d'Ottilie et de Mina, et qu'on se demande à qui il a appartenu.